Bonsoir et bienvenue pour ce 78e épisode de Raptor Kiff. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant des Toronto Raptors aux Cleveland Cavaliers. Toronto premier de la conférence Est avec seulement 2 matchs au goal average d'avance sur Boston. Et Cleveland qui est troisième avec seulement un demi-match d'avance sur Philadelphie et un match d'avance sur Indiana, donc rien n'est joué pour Cleveland. Bon, il y a quand même 9 matchs et demi d'écart entre Toronto et Cleveland, donc pour les 2 premières places de la conférence Est, c'est joué, à savoir qui sera premier entre Boston et Toronto. Pour l'instant, c'est avantage Toronto, mais ce soir, Toronto a un fort adversaire avec Cleveland, bien entendu. En plus, le match se déroule à Cleveland, donc ça complique la situation puisque Toronto, je crois, n'a pas gagné là-bas depuis un sacré bout de temps. En plus, Boston joue contre Toronto demain à Toronto et il semblerait que ça risque de déterminer le reste du classement général, puisqu'après Toronto affrontera Orlando, Atlanta, et puis dans un match un peu couperet de fin de saison, Toronto affrontera Miami. Et dans l'autre match important pour le classement général de la conférence Est, Milwaukee vient de battre Boston 106-102 dans un match de haute lutte, puisque j'ai vu quasiment toute la seconde mi-temps et c'était vraiment un match très intéressant. Je suis beaucoup moins impressionné que je l'étais en début de saison par Giannis Antetokounmpo qui a des énormes facilités, et c'est peu de le dire, et qui pourtant n'arrive absolument pas à produire ce qu'il faudrait pour pouvoir mettre son équipe sur de bons rails. Il produit des stats, certes, mais l'impression visuelle dans le match n'est pas une domination comme il pouvait l'avoir en début de saison. Cela dit, revenons à nos moutons. Du coup, les Toronto Raptors restent, malgré leur défaite contre Cleveland, avec 2 matchs au goal average d'avance sur Boston. Le match de demain soir sera donc crucial pour les Raptors, puisque s'ils battaient Boston demain soir, ils mettraient Boston à 3 matchs d'écart, avec seulement 4 matchs restants. Si je calcule bien, Indiana, ce sera vendredi. Ensuite, dimanche, il y a Orlando, puis ensuite, il y a Atlanta lundi, et mercredi, il y a Miami pour terminer la saison. Donc, si les Raptors l'emportaient demain soir, ils se fraieraient une bonne route, on va dire, vers la première place de la conférence Est. Bon, pas d'étoiles ni de flocons ce soir. Franchement, ça servirait pas à grand chose. C'était un match tellement, je dirais pas perdu d'avance, mais presque, vu la façon dont certains joueurs des Raptors ont joué. Du coup, on se retrouve demain soir pour le match opposant les Toronto Raptors aux Boston Celtics. Je vous souhaite une bonne fin de nuit pour le peu qu'il en reste. Et je vous dis à demain. Ciao les copains. Tout de suite, la feuille de match avec un OG Anunoby qui a joué 21 minutes, 4 points, 1 rebond. Il a été 1 sur 3 au tir et c'était que des 3 points, 1 sur 3 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et 2 fautes commises. Il termine plus 3. Jonas Valanciunas, j'ai oublié Serge Ibaka dans l'histoire. Serge Ibaka a joué 29 minutes, 16 points, 12 rebonds. Une passe décisive, 1 contre, 6 sur 14 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points, 2 sur 4 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 2 turnovers, 2 fautes commises. Il termine moins 13. Jonas Valanciunas a joué 22 minutes, 17 points, 10 rebonds, une passe décisive, 8 sur 15 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 1 turnover, aucune faute. Il termine moins 10. Ensuite, nous avons DeRozan, 33 minutes jouées, 19 points, 3 rebonds, 7 passes décisives, 1 ballon volé, 7 sur 13 au tir, par contre 0 sur 2 à 3 points, ce qui continue sa mauvaise série aux 3 points, 5 sur 5 au lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 3 fautes commises. Il termine avec moins 10.
Ensuite, nous avons Kyle Lowry qui a joué 28 minutes, 5 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 1 ballon volé, 2 sur 11 au tir, dont 1 sur 7 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 3 turnovers, 4 fautes commises, il termine -9. Enfin, Fred VanVleet, venu du banc. Quand je dis enfin, c'est le banc. 22 minutes jouées, 9 points, 2 rebonds, 6 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 10 au tir. Il s'est fait contrer 3 fois tout de même. 3 sur 5 à 3 points. Pardon, j'ai perdu la ligne. Aucun lancer franc. Aucun rebond offensif, aucun turnover, 2 fautes commises, il termine avec -10. Enfin, Jacob Poeltl, faut que j'arrête avec les enfin, ça va, je suis pas Gaston Lagaffe. Mais enfin, d'ailleurs, qui est sorti ou qui sort au cinéma dans peu de temps. Jacob Poeltl a donc joué 17 minutes, 4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 ballon volé. 1 sur 1 au tir, aucun 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover et 2 fautes commises, il termine -1. Derrière, nous avons CJ Miles, 22 minutes jouées, 8 points, 3 rebonds, 3 sur 7 au tir, dont 2 sur 5 à 3 points. Aucun lancer franc, 1 rebond offensif, 2 turnovers, 5 fautes commises, il termine avec +0. Enfin, il termine à 0. Pascal Siakam, 23 minutes jouées, 10 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 ballon volé, 5 sur 10 au tir, dont 0 sur 1 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, 1 turnover, 3 fautes commises, il termine aussi avec 0. Delon White a joué 14 minutes, 7 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé, 3 sur 6 au tir, dont 1 sur 3 à 3 points, aucun lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucune faute commise, il termine avec +4. Norman Powell a joué 2 minutes, et oui, les 2 dernières minutes, il a marqué 7 points, 1 rebond, 3 sur 4 au tir. C'est étonnant ça, avec 7 points, 3 sur 4 au tir. Ah oui, voilà, 3 sur 4 au tir, dont 1 sur 2 à 3 points. Aucun lancer franc, aucun rebond offensif, un turnover et aucune faute commise. Il termine avec +8. Bébé, quant à lui, a joué 2 minutes. Il a attrapé, en 2 minutes, 3 passes décisives, 1 ballon volé. Ah oui, c'est bien ça, je me trompe pas. Il n'a tenté aucun tir, ni de lancer franc, aucun rebond offensif, aucun turnover, aucun faute commise. Il termine avec +8. En général, les Toronto Raptors ont donc marqué 106 points, 46 rebonds, 28 passes décisives, 7 ballons volés, un seul contre dans le match. 42 sur 94 au tir, donc 44,7% de réussite, 11 sur 34 à 3 points, 32,4%, 11 sur 14 au lancer franc, 9 rebonds offensifs, 11 turnovers et 23 fautes commises. Les Cleveland Cavaliers ont marqué 112 points, 42 rebonds, 18 passes décisives, 8 ballons volés, 6 contre, 38 sur 79 au tir, ce qui donne 49,4% de réussite. 13 sur 30 à 3 points, 43,3% de réussite, 23 sur 26 au lancer franc, 2 rebonds offensifs, 12 turnovers et 17 fautes commises. On voit bien rien que sur le nombre de lancers francs qu'ils sont plus souvent allés au lancer franc du coup, et surtout je pense, attendez, on va vérifier tout de suite. Donner les stats de LeBron James qui a joué 37 minutes, 27 points, 10 rebonds, 6 passes décisives, 8 sur 14 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il a été 11 fois au lancer franc, il en a loupé 3. Voilà, et il a quand même eu 5 turnovers et lui il termine +12 dans ce match. Mais Kevin Love par exemple, 29 minutes, 18 points, 15 rebonds. Jeff Green, 25 minutes, 12 points. Rodney Hood, 29 minutes, 17 points.
José Calderón, 26 minutes, 19 points. Quand vous voyez leurs 5 de départ, déjà, c'est pas mal. Et en fait, c'est à peu près tout, puisque il n'y a pas un seul joueur sinon qui marque plus de 10 points pour, je vérifie, pour Cleveland. Non, aucun autre joueur n'a marqué plus de 10 points, mais bon, rien qu'entre ces joueurs-là, vous avez une domination face aux 5 de départ des Raptors, qui eux étaient donc en négatif face à l'unité de départ de Cleveland ce soir. Et le score final est de 112-106 pour Cleveland et une autre défaite pour les Raptors, ce qui fait que depuis 15 jours, je crois bien qu'ils doivent être 3 victoires et 5 défaites. C'est vraiment malheureux. Mais encore une fois, c'est un problème d'effort, vraiment d'effort, car ce soir, Kyle Lowry et DeMar DeRozan n'étaient pas au rendez-vous, même si DeRozan y était un peu plus que Kyle Lowry. Cela dit, ce n'était quand même pas folichon ce soir de la part des deux stars des Raptors. Il reste 11 secondes et 1 dixième dans ce quatrième quart-temps et Cleveland mène 108-104. Et oui, vous entendez bien, le troisième banc des Raptors est en train de revenir dans ce match. Rien n'est fini, ils viennent de piquer 2 ballons consécutifs, un qui a mené à un 3 points et l'autre qui vient de mener à un panier à 2 points facile. Ce qui fait que les Raptors n'arrêtent pas de revenir et depuis 1 minute environ 30, ils ont mis l'effort qu'il fallait. Ce qui est assez étonnant, c'est que on avait l'analyste entre guillemets de la télé qui était en train de parler pendant que ça se faisait et qui était en train de dire basiquement qu'il fallait que les Raptors aient un peu de fierté et qu'ils se retroussent les manches parce que ce qu'ils ont produit depuis 15 jours, c'est pas le basket Raptors qu'ils ont produit toute l'année. Et effectivement, c'est un peu le mauvais moment. C'est à la fois le mauvais moment pour avoir ce passage à vide, mais c'est aussi le meilleur moment parce que s'ils savent réagir avant les playoffs et entamer une bonne petite série là, surtout avec le match contre Boston qui arrive demain, il va falloir que les Raptors fassent du très bon boulot et se remettent au travail et fassent vraiment quelque chose parce que là ça manque d'énergie, ça manque de beaucoup de choses. J'arrête pas de le dire depuis le All-Star, j'ai comme cette impression, et alors forcément vu qu'ils avaient gagné 10 ou 11 matchs d'affilée, même sur les forums auxquels je participe, on me disait ouais mais non, tu vois le mal, mais je voyais bien et à l'œil on le voit. Alors moi je vois pas exactement qui est qui sur le terrain et qui fait quoi et machin, mais je vois l'attitude générale de l'équipe et par moments ils n'y sont pas et ces moments-là ça dure longtemps puisque je me souviens que je faisais la critique très souvent pendant la série de 10 matchs sans défaite. C'est que oui, ils pensent qu'ils vont gagner, alors ils se mettent à bosser pendant la seconde mi-temps, et puis après, ils remportent le match de justesse un petit peu, ou alors ils débordent complètement l'équipe adverse. Ce qui est anormal, moi je pense, pour une équipe, c'est de penser comme ça. Il vaudrait mieux démarrer le match en marchant sur la tête de ses adversaires et en prenant 15, 20, 25 points d'avance à la mi-temps, et pendant la seconde mi-temps se dire on peut gérer, alors que là c'est du n'importe quoi, et on le voit ce soir, ils n'arrivent absolument pas à produire du basket comme il faut. Bref, on revient en arrière, il reste 11 secondes et 1 dixième à jouer dans ce quatrième quart-temps. Cleveland mène 108-104 et attention, rien n'est terminé, mais bon, c'est trop peu et trop tard. Et j'en parlais, je trouvais que la physionomie du match avait changé et le banc des Raptors me prouve que j'ai raison puisqu'après seulement 1 minute et 6 secondes jouées dans le quatrième quart-temps, Cleveland ne mène plus que par 5 points, 86-81. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et Twitter sur les pages intitulées Kiff, K-I-F, plus loin, podcast au pluriel. Et bien entendu sur Facebook, la page s'intitule Sport Kiff Podcast. Sport et podcast au pluriel, je répète, Sport Kiff Podcast. Et vous pouvez également me contacter par mail et je répondrai à vos questions avec plaisir.
Donc le mail c'est contact@mykiff.fr, contact@mykif.fr. Et après 5 minutes et 7 secondes de jeu dans le premier quart-temps, les Toronto Raptors mènent 11-10. Et pour le moment, ceux qui pêchent, c'est les turnovers du côté des Raptors, car tous les points marqués ont été marqués par Jonas Valanciunas, 8 points, et un panier à 3 points par Ibaka. Mais honnêtement, oui, c'est ceux qui pêchent, ce sont les turnovers. Pour l'instant, pour les Raptors, je crois qu'ils en sont déjà rendus à 3. Le 5 de départ pour les Toronto Raptors est composé comme d'habitude de DeMar DeRozan, Kyle Lowry, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Et pour les Cleveland Cavaliers, il s'agit de LeBron James, José Calderon, Kevin Love, Rodney Hood et Larry Nance Jr. Et en fait, au démarrage du match, on s'aperçoit que on s'aperçoit que Jeff Green joue à la place de Larry Nance Jr. qui était annoncé dans le 5 de départ. Il reste dorénavant 3 minutes et 24 secondes dans le premier quart-temps et Cleveland mène 24-19 et nous assistons à un José Calderon festival ce soir puisque je crois qu'il doit être rendu à quelque chose comme 13 points dans ce premier quart-temps et il est en train de manger Kyle Lowry, mais alors vraiment de le manger, c'est-à-dire qu'en toutes les phases d'offense où il est impliqué, Calderon est en train de faire travailler Kyle Lowry qui a vraiment du mal, qui n'a inscrit je crois aucun point pour le moment et qui semble vraiment perturbé dans ce match. En tout cas on va dire pas encore réveillé. Et il reste plus rien dans le premier quart-temps, il est fini. Et Cleveland mène 28-24. Un bel effort des Raptors dans cette fin de premier quart-temps pour revenir. Et encore une fois, c'est le banc des Raptors qui a fait le boulot, et un superbe boulot d'ailleurs au niveau de défense, ce qui a permis de ralentir Cleveland et de faire en sorte de revenir à la marque à seulement 4 points d'écart. À souligner que dans ce premier quart-temps, ni Kyle Lowry ni DeMar DeRozan n'étaient vraiment à la fête et que c'est un Valanciunas, un Ibaka, un Fred VanVleet qui marquent les points ce soir pour le moment. Après 5 minutes et 14 secondes de jouer dans ce deuxième quart-temps, Cleveland mène 43-36. Et c'est Kevin Love qui est en train de massacrer les Raptors puisqu'à lui tout seul, il vient de leur mettre un 8-0. Entre les deux paniers à 3 points de Kevin Love, il y avait un panier à 2 points de Rodney Hood. Je ne vais pas l'oublier tout de même. Et les Raptors du coup qui se retrouvent moins 7 alors qu'ils avaient pris le dessus 36-35 à un moment donné. Ils étaient très bien revenus dans ce match. Et tout du moins dans ce quart-temps. Et là, Cleveland qui reprend l'avantage. Et c'est essentiellement Kevin Love avec ses 3 points qui est en train de descendre les Raptors. Il reste 3 minutes 25 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Et Cleveland a creusé le trou, c'est le moins qu'on puisse dire. Il mène 56-40 et Toronto n'a pas la réponse. DeMar DeRozan qui n'a tenté que 2 tirs ce soir pour le moment, un Kyle Lowry qui n'est pas beaucoup plus agressif, DeRozan a tout de même 5 passes décisives. Cela dit, c'est vraiment un match où on le voit, Cleveland est en train d'essayer d'assommer Toronto à coups de panier à 3 points et cela fonctionne très bien pour eux, que ce soit Kevin Love, José Calderon ou Rodney Hood. Les 3 points pleuvent ce soir sur les Raptors. Et nous sommes à la mi-temps, Cleveland mène 60-52, mais les Raptors viennent de faire un petit début de remontée de toute beauté, et pour une fois, ils se sont mis à défendre. Oui, je dis pour une fois, car depuis le début du match, ce n'était pas vraiment le cas. Et la défense, du coup, pose beaucoup plus de difficultés à Cleveland. Et en plus, les Raptors attaquent. Ce qui fait que comme Cleveland n'est pas une bonne équipe défensivement, cela ouvre pas mal de choses aux Raptors, ce qu'ils ne faisaient pas assez depuis le début du match.
Après 3 minutes et 30 secondes dans ce troisième quart-temps, Cleveland mène 70-60 et c'est encore Calderon et Love qui continuent leur festival du jour. Un Calderon rendu à 20 points dans ce match déjà. Franchement, ouais, les Raptors n'ont aucune réponse. Et puis ni Kylo ni Oh pardon, mais franchement, je sais pas ce qui se passe, pourquoi j'ai tout le temps le hockey quand je fais les podcasts, mais c'est une catastrophe. Bref, je disais donc que Kyle Lowry et DeMar DeRozan ne sont pas du tout à la fête, qu'ils ne sont pas dans le match, en tout cas offensivement, et cela pose des soucis pour que les Raptors trouvent vraiment des ouvertures. Et encore une fois, c'est plutôt le banc des Raptors qui a fait le boulot, et aujourd'hui c'est un Serge Ibaka qui est premier scoreur des Raptors avec 14 points. Nous avons derrière, je pense qu'il doit y avoir Valanciunas ou un Fred VanVleet ou un Delon Wright, et c'est pour dire à quel point c'est très étonnant. DeMar DeRozan qui n'est pas très engageant, qui quand il essaye, on sent qu'il y a de l'hésitation et donc ça va pas jusqu'au bout. Et puis Kyle Lowry, pour l'instant, on n'en voit pas grand-chose. Il reste 3 minutes 14 dans ce troisième quart-temps et Cleveland mène toujours 79-71 et c'est très poussif au niveau du 5 majeur des Raptors. Ils ont vraiment beaucoup de mal à poser leur jeu et Cleveland fait à peu près ce qu'il veut en offense, bien que le rythme est complètement ralenti dans ce troisième quart-temps. Il faut dire que les Raptors se font complètement... je peux pas dire les choses autrement. Il y a que 8 points d'écart et ça paraît pas beaucoup, mais je vous jure que quand vous regardez le match, ça paraît un fossé énorme pour l'instant pour les Raptors. Et on se demande vraiment comment ils arrivent encore à s'accrocher quand vous avez un DeMar DeRozan qui ne marque que 10 points. Bon, il a 6 passes décisives. C'est plutôt un bon match pour lui en dehors. Il fait plutôt du bon boulot aussi en défense. Mais c'est pas encore ça. Et malgré le fait qu'il montre l'exemple, vous avez un Kyle Lowry qui est complètement hors de contrôle et qui n'arrive pas vraiment à faire les choses comme... poser et en essayant de créer plus que essayer d'être un bulldog, parce que là c'est un bulldog complètement fou qu'on a ce soir, mais malheureusement qui n'est pas effectif. À la fin du troisième quart-temps, le score est de 86 pour Cleveland à 78 pour Toronto. Et c'est une parfaite égalité, 26 partout dans le troisième quart-temps. Tandis que on doit bien le dire, Cleveland avait dominé complètement la première mi-temps. Les deux quart-temps de la première mi-temps, c'était à l'avantage de Cleveland. Et là, dans le troisième quart-temps, il y a une égalité. Et Toronto a toujours 8 points de retard. Mais il y a un changement de physionomie un petit peu dans ce match. C'est-à-dire que Cleveland réussit moins bien aux 3 points dans cette deuxième mi-temps. C'est pour dire si la défense peut-être des Raptors est un petit peu mieux posée que dans la première mi-temps. Cela dit, pour l'instant, l'effort n'est pas là. On a un DeRozan qui s'est réveillé et qui a marqué 15 points dorénavant dans ce match, alors qu'il en avait marqué que 2, je crois bien, dans la première mi-temps. Donc 11 ou 13 points peut-être dans le troisième quart-temps. Et il s'est réveillé, il a attaqué surtout beaucoup et franchement cela fait plaisir car on manquait vraiment un joueur qui soit capable de faire la différence et les Raptors semblent l'avoir trouvé. Maintenant, il va falloir accélérer et passer devant pour pouvoir remporter ce match et ça ne risque pas d'être une mince affaire. Il reste 3 minutes 20 dans le quatrième quart-temps et Cleveland mène dorénavant 104-90. Les Raptors étaient revenus à 5 points encore une fois et puis ça a été l'invasion, la déferlante Cavalier et surtout LeBron James qui est allé tout seul marquer les points là ces derniers temps avec l'aide de Hood et de Green. Mais franchement, il fait enfin voilà, c'est LeBron James, c'est pas le roi de la NBA pour rien. Là, il est en train de faire son festival et cela fait mal aux Raptors qui n'auront jamais trouvé ce soir pour l'instant. Il reste 3 minutes 20, nous ne désespérons pas, mais bon, avec 14 points de retard et un LeBron James dans cette forme, je ne vois pas comment les Raptors pourraient revenir.
Et sur la remise en jeu suivante, 3 Raptors piègent Kevin Love. Malheureusement, ils commettent une faute, l'envoie au lancer franc et il marque ces 2 lancers francs, ce qui fait que Cleveland mène dorénavant 110-104 et il reste 9 secondes et 9 dixièmes dans ce match. Et maintenant, c'est Dwayne Casey qui prend un temps mort alors qu'il reste 5 secondes et 3 dixièmes. Cleveland mène 112-106. À noter que lors du dernier temps mort, Cleveland a ramené toute son équipe de départ sur les parquets pour éviter justement que le troisième banc des Raptors ne les batte en toute dernière seconde.